Très bien, on va démarrer. Bonjour à tous. Donc, je suis Yann Cudet, architecte système et architecte d'entreprise chez Césame, et je suis très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui sur ce nouveau partage des travaux du Cercle Césame, au cours duquel on va discuter de l'articulation entre architecture système et agilité. Alors, pourquoi déjà ce thème, hein? Pourquoi discuter finalement de deux méthodes, deux cultures qui peuvent sembler a priori assez antagonistes, en tout cas dans une vision très, très traditionnelle, hein, si on repense aux origines de l'agilité, plutôt vu comme une méthode qui s'adressait au développement des logiciels, alors que l'architecture système, à l'origine, était plutôt déployée dans des modes en cascade. Donc ça, c'est une vision sans doute très traditionnelle. Et effectivement, ces dernières années, des services connectés notamment, mais aussi sur des systèmes plus traditionnels, on a vu que l'agilité était de plus en plus développée pour répondre à des besoins de réactivité des entreprises et surtout des besoins de réponse rapide du marché, des clients, etc. Donc, on a effectivement de plus en plus cette coexistence, hein. On verra dans notre session qu'on a deux cas de figure, hein. Vous avez le cas de figure où effectivement, traditionnellement, on a mis en place d'abord de l'architecture système et puis par la diversité des services proposés à côté des produits traditionnels, on s'est retrouvé à faire coexister des projets en agile et des projets en cascade, où on a d'autres contextes, hein, on le verra également aujourd'hui, où finalement on a mis en place de l'agilité dès l'origine et finalement on a fait ce constat d'une nécessaire intégration de l'architecture système et donc un besoin d'articuler les deux disciplines. Alors, ça va être l'objet de notre partage aujourd'hui, hein. Donc, comme à chaque fois, on va d'abord vous partager les différents travaux réalisés par le groupe, et puis on prendra à la fin une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes pour échanger avec vous et répondre aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Alors, petit rappel, donc le Cercle Sésame, hein, c'est un groupe d'architectes système de différentes entreprises. Vous en voyez les noms ici. Donc au cours duquel finalement on va discuter d'un certain nombre de problématiques en lien avec l'architecture système, hein. On a fait par le passé différents thèmes sur le rôle de l'architecte système, sur les outils au service de l'architecture système, ou encore sur l'utilisation de l'IA au service de l'AS. Et donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur d'autres thèmes de l'architecture système et de l'agilité. Et pour ce faire, nous avons convié deux invités qui sont deux membres du Cercle Sésame, qui justement, chacun, dans un contexte particulier, déploient de l'architecture et de l'agilité. Donc, je vais les laisser se présenter et présenter également le contexte dans lequel ils mettent en œuvre ces différentes méthodes. On va commencer avec Hélène, s'il te plaît. Oui, bonjour tout le monde. Donc je travaille chez MySpace, une entreprise qui, conçoit et construit des lanceurs spatiaux, qui existent depuis 2022 dans un mode de fonctionnement inspiré des startups, donc avec une idée d'avoir un fonctionnement un peu plus dynamique que l'industrie spatiale, plus historique. Et chez MySpace, nous avons mis en place une structuration agile, dans un état d'esprit agile, avec des méthodologies agiles depuis la création de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui nous a structurés au départ et ça fait réellement partie de notre ADN. Donc ça donne un certain point de vue aux interventions que je vais pouvoir faire, autour de l'agilité. Merci Hélène. David, je te laisse te présenter également, s'il te plaît. David Aujean, donc je suis salarié chez Stellantis, je suis process leader et architecte système. En effet, le contexte du déploiement de l'agilité et de l'ingénierie système est pas tout à fait le même que Hélène.
En effet, nous, l'agilité est principalement venue au départ sur les systèmes d'information associés aux besoins de systèmes d'information pour répondre aux besoins du groupe Stellantis. Ensuite, on a eu, entre guillemets, un déploiement sur la partie services connectés, tu l'as dit un petit peu en introduction, ce qui s'est répandu ensuite sur les déploiements des systèmes embarqués type infotainment et IHM. Et à l'heure actuelle, on déploie également cette démarche d'agilité en lien avec l'ingénierie système sur les systèmes cœur d'architecture, où on veut reprendre la main sur la notion de software platform et de modules logiciels. Et donc pour cela, on utilise l'approche agile. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, première chose que l'on a faite sur ce thème, hein, lors du traitement de ce thème, c'est d'abord préciser de quoi on parlait. En fait, effectivement, l'avez entendu, hein, en introduction, on a utilisé différents thèmes, on a parlé de méthodes, on a parlé d'état d'esprit, de culture. Donc, on a effectivement, moi j'ai commencé par expliquer, effectivement, voilà, on a deux types traditionnellement, on avait deux types de méthodes de conduite de projet, hein, en agile ou en cascade, et on avait tendance, et jusqu'à quelques années encore, à les opposer systématiquement. Et dans tout cela, il y avait aussi la notion d'architecture système. Donc, on va vous repartager les définitions juste pour voilà, bien cadrer ce dont on parle et voilà, être bien clair sur les différents concepts. Donc, moi, je vais commencer par vous, juste rapidement, hein, vous rappeler effectivement ce que l'on entend par architecture système. Donc, architecture système, hein, pour reprendre le cadre Sésame, c'est une discipline. C'est une discipline qui a pour but de définir un système et de s'assurer que cette définition va bien être en phase avec ce qui est conçu. Donc on intègre à la fois les activités de conception et les activités de vérification et de validation, sachant que cette discipline ben, s'appuie sur une boîte à outils, hein, qui va permettre de proposer un système qui soit à la fois exhaustif par rapport aux besoins de son environnement, exhaustif par rapport aux différentes fonctions qui vont répondre à ces besoins, et exhaustif en termes de composants techniques. Et puis cohérente, bien entendu. L'idée, c'est d'avoir un système qui fonctionne en bout de conception et en bout de phase de V&V. Donc voilà pour la partie architecture système. Hélène, je te laisse la main pour présenter notre définition de l'agilité. Oui, donc l'agilité, c'est la définition qu'on propose ici, hein, c'est bien une concertation des différents intervenants du cercle, et qui s'appuie aussi sur les manuels, officiels de référence concernant l'agilité. Donc c'est à la fois, un état d'esprit et une méthode de conduite de projet. Donc le principe sur la partie un peu méthodologique, c'est d'adopter un cycle de développement qui soit itératif et incrémental, c'est-à-dire qu'on va travailler sur, un séquentiel de produits, d'états de maturité de produits qui vont correspondre à une réponse à un besoin du client, croissant au fur et à mesure de la complexité du projet, mais qui correspond à un produit qui est, viable à un instant T où on essaie de le développer. Donc le principe, c'est donc un développement incrémental, donc s'appuyer sur les expériences de produits précédents et d'adapter ce produit en fonction aussi des évolutions des besoins des clients, qui permet, une meilleure réactivité dans un contexte qui peut être assez mouvant. L'autre volet de l'agilité, donc le côté état d'esprit, il est très important, à considérer parce que l'agilité au départ, c'est bien un système de valeurs sur lequel on s'appuie pour fonctionner entre les différents intervenants du projet. Donc notamment les valeurs de confiance et de subsidiarité. Donc la subsidiarité, c'est le fait de porter la responsabilité d'une décision au plus proche du terrain et des personnes qui font les activités. Et donc ces valeurs-là vont faire en sorte que finalement le positionnement de l'ingénierie système dans les méthodologies agiles va pas être tout à fait la même que celle qu'on a l'habitude de voir. Avant, elle était plutôt en position de prescrire et de spécifier en amont les besoins d'un système, quand aujourd'hui, elle va être, plutôt appelée en fonction du besoin et du niveau de maturité du produit sur lequel on est en train de travailler et va venir plutôt, du coup, en support de l'avancement de ces fameux minimum viable products.
Très bien. Merci beaucoup, Hélène. On continue avec David sur la partie cycle en V. Donc là, également, hein, c'est une définition, hein, comme l'a dit Hélène, qui a été partagée et validée dans le cadre du cercle. Euh, en gros, pour représenter cette contradiction ou complémentarité, on va voir justement par la suite, entre ce qu'on a appelé une méthode traditionnelle et une méthode cycle en V et agile. On prend comme exemple le cycle en V ou cascade, c'est-à-dire que chacune des activités sont conduites de manière indépendante et séquentielle. C'est avant d'entamer l'étape de conception inférieure, il faut avoir finalisé et robustifié la conception de l'étape d'avant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément, comme l'a évoqué Hélène sur la notion d'agilité, une remise en cause de la solution vis-à-vis du besoin exprimé, cette itération et ce reboucalage rapide. Et en fait, on attend d'avoir l'ensemble du déploiement du produit et la conception du produit avant de pouvoir envisager un test ou un retour sur ce qui a été conçu. Par la suite, hein, il y a eu d'autres représentations type cycle en W où justement on a voulu ensuite avoir des retours de validation ou de vérification en amont plus rapidement. Et on se rend compte que ces méthodes de cycle en V ont des limitations lorsqu'il s'agit d'avoir du time to market. Et notamment sur la capacité à prendre de manière réactive un certain nombre de besoins alors que le produit est déjà en cours de conception. On se rend compte notamment dans les produits véhicules et d'autres hein, que lorsqu'on lance le système véhicule en conception, alors on se rend compte que l'ensemble des besoins utilisateurs sont encore un peu mouvants et donc il faut qu'on trouve dans cette vision globale du cycle en V sur la partie mécanique, châssis, motorisation, etc. Des endroits où on a cette capacité de mettre en complémentarité cette méthode cycle en V et cette méthode agile. Très bien. Merci beaucoup, David. Petite précision également, il a fallu aussi qu'on se cale au sein de notre groupe et ça permettra peut-être de clarifier aussi le vocabulaire pour vous. Donc, on a parlé de système. Donc, système, ça, on l'a considéré comme généralement le périmètre systémique global et puis qui se décompose donc en différents niveaux de sous-systèmes. Et puis, finalement, à un niveau de décomposition donné, il y a des sous-systèmes qu'on va considérer comme les produits au sens agile du terme. Donc, alors, continuons. Déjà, on va parler d'abord de l'agilité et on a recensé en fait deux grands objectifs hein, parmi les participants au cercle à travers la mise en place de la méthode agile, de la culture agile pour être plus large et collé avec les valeurs attendues. Donc, première chose liée au delivery, hein, l'objectif, c'est effectivement livrer les composants d'un produit rapidement, anticiper la réalisation des essais, offrir un système opérationnel, et là on dit pas forcément complet, donc un produit, au client le plus rapidement possible avec une capacité d'adaptation face à des besoins qui vont évoluer plus vite que le cycle du produit traditionnel. Donc ça, c'est un premier aspect parmi les besoins à traiter par l'agilité. Et le deuxième qu'on a identifié, c'est cet aspect culturel, justement, de rompre avec les manières de faire traditionnelles hein, et pouvoir mettre en œuvre des façons de faire, des activités de conception qui nous permettent d'évoluer plus rapidement, de faire évoluer plus rapidement les produits. Par rapport à ces deux objectifs, ces deux besoins, qui sont aussi des objectifs, Hélène, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu comment est-ce que tu pourrais les préciser en fait tout simplement, hein, concrètement dans le contexte de MySpace? Oui, alors donc par rapport aux nouveaux standards de conception, l'idée c'était pas, de faire de la rupture pour faire de la rupture. Le constat, c'était qu'on était face à un marché qui avait un certain nombre d'incertitudes et d'évolutions qu'on ne pouvait pas forcément anticiper et qui avait besoin d'une réactivité assez forte en termes de mise à disposition d'une solution. Et donc c'est pour ça qu'on s'est orienté naturellement vers les principes agiles. C'était vraiment pour avoir, cette capacité d'adaptation,
jusqu'au dernier moment, au fur et à mesure qu'on avançait. Et de même, dans le but d'accélérer et d'aller plus vite sur nos projets, c'est de délivrer au plus vite des produits qui sont représentatifs d'un certain nombre de fonctions de notre produit final, de façon à pouvoir déjà, convaincre de notre viabilité en tant que société, puisque on a un acteur qui démarre dans le secteur. Donc en réalité, on a aussi besoin de prouver que techniquement, ce qu'on est capable de produire, a une chance de fonctionner un jour, et en plus de pouvoir ajuster justement, au fur et à mesure de ce qu'on apprend, des retours d'expérience des différents essais qu'on peut effectuer, d'adapter, les capacités et les concepts de nos produits pour pouvoir coller au plus proche à ce marché qui, en plus, va être assez fluctuant au fur et à mesure que nos clients, on va les identifier. Donc c'est ce qui est en train d'être le cas, mais on a encore aujourd'hui pas mal de flou sur la suite de nos de notre marché. Donc voilà, ça nous donne de la robustesse, à la fois à court terme pour notre crédibilité technique et la vitesse à laquelle on va pouvoir accéder au marché, et aussi de la souplesse pour plus tard pouvoir nous adapter aux évolutions de ce marché-là. D'accord. Alors, toujours dans l'agilité, on s'est intéressé bien sûr aux différents bénéfices obtenus par les différentes expériences incarnées par les différents participants du cercle. Donc, on a retenu 5 grands bénéfices et puis des difficultés également. Sachant que du point de vue des bénéfices, bien sûr, ça va être en lien avec ce qu'Hélène vient de partager. Donc le fait de fonctionner sous forme de sprint, bah, ça permet effectivement un gain de maturité sur des solutions rapides et puis surtout d'avoir un rétexte complètement synchronisé avec ce gain de maturité, ce qui permet de détecter des difficultés, de les traiter de manière très réactive. Toujours dans cette logique de sprint, bah, finalement, c'est une manière de se focaliser et puis d'ajuster, si, lorsque nécessaire, des objectifs sur des périodes de temps très réduites. La mise en place d'équipes agiles qui sont pluridisciplinaires, bah, ça facilite aussi les interactions entre les acteurs, donc la prise en compte des différentes contraintes des disciplines de ces différents acteurs. Et puis on a identifié aussi des bénéfices liés dans le cadre de produits où il y a beaucoup de variabilité. Donc ça c'est intéressant et cette évolutivité associée aussi, bah, elle est permise par ce mode de fonctionnement agile. Et puis dernière chose qu'on en a identifié parmi les bénéfices, c'est bah, dans le cas effectivement où on est moins mature sur un produit donné, sur une solution donnée, eh ben, la méthode a beaucoup de valeur puisqu'elle permet effectivement de monter, bon, comme on l'a vu, gagner en maturité rapidement et puis surtout bah, reboucler, d'interagir avec les parties prenantes, les clients sur bah, des avancées, via des simulations, des démonstrateurs. Donc ça, c'est sur la partie bénéfice. Partie difficulté, donc il y a parfois une difficulté à comprendre les différents rôles en présence, leurs responsabilités et puis leurs interactions. Donc ça, c'est un sujet. Il y a aussi cet aspect culturel qui est très important. Hélène a parlé de valeurs tout à l'heure. Ces valeurs, elles doivent être respectées si on veut bah, tirer les bénéfices qu'on a vus précédemment, ce qui oblige à rompre avec certaines manières de faire et rentrer dans des principes avec davantage de confiance. Cette idée de subsidiarité, il faut bien l'intégrer et puis aussi accepter un principe d'échec, ce qui n'est pas forcément évident du point de vue quand on a une culture d'ingénieur. Et puis, dernier point, ouais, c'est un point d'attention en fait, qui n'est pas forcément propre à l'agilité, mais qu'on a relevé quand même en discutant. C'est effectivement l'articulation avec la logique contractuelle qui peut être parfois un peu rigide par rapport à je dirais un petit peu l'évolution culturelle en termes de souplesse par exemple et de réactivité que demande l'agilité. Parmi ces bénéfices et difficultés, Hélène, David, est-ce qu'il y en a un sur lequel vous voulez qu'on revienne? On peut commencer avec Hélène. Oui, alors peut-être mettre un petit peu plus de détails sur, le notion de, focus et ajustement des objectifs sur les périodes de temps courtes. Donc, quand on parle de temps court, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières des rituels et des séquentiels de gestion de projet, de l'agilité et du modèle Scrum,
qui est un cadre d'application du mindset agile. Ce qu'on appelle temps court, chez nous, ce sont ce qu'on appelle des incréments programmes, qui sont des périodes de 3 mois sur lesquelles on va travailler avec intensité sur des objectifs qui ont été définis en début de période, qui vont être dans une mesure relativement, faible, qui Mm. peuvent être remaniés toutes les 3 semaines, mais on reste sur un objectif global de l'incrément pendant vraiment ces 3 mois-là, et à la fin des 3 mois, on fait un bilan sur ce qui s'est déroulé et on peut ajuster les objectifs à la fois de la roadmap globale et les objectifs surtout du prochain incrément de 3 mois sur lequel on va travailler aussi. Donc l'avantage de ça, c'est que, contrairement à une approche un peu plus classique où on était plutôt sur des cycles à l'année, de rebouclage sur les roadmaps de projets et cetera. Là, ça va vraiment arriver avec des échéances assez courtes, et l'autre avantage, c'est que ça donne, en termes de visibilité d'activité, des périodes de travail beaucoup plus, compréhensibles et accessibles, aux personnes qui font l'activité. Voilà, ça évite de se disperser sur des périodes trop longues, et on a des objectifs vraiment clairement définis, très pragmatiques, avec des livrables associés à des périodes de temps courtes, et ça, c'est une façon de cadrer le travail et les interfaces aussi entre les personnes qui est assez efficace, en fait, pour aller plus vite. Merci Hélène. David, de ton côté, tu voulais détailler une des difficultés, je crois? Oui, exactement. Alors, je vais prendre une des difficultés qui est un peu le pendant de ce que vient d'expliquer Hélène, c'est-à-dire la notion de compréhension des différents rôles, des responsabilités et des interfaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend, que ça soit l'approche système ou une approche plus conventionnelle, on a déjà des rôles et des acteurs qui sont déjà définis. Et on a souvent une hiérarchisation entre les chefs de projet, les managers et les personnes techniques. L'agilité apporte euh, une mixité dans ces articulations pluridisciplinaires et des choix qui ne sont pas forcément portés par que des acteurs projets ou que des acteurs managériaux. Donc ça, c'est déjà les rôles et les prises de décision vis-à-vis des itérations courtes qu'évoquait Hélène peut parfois engendrer des difficultés de compréhension vis-à-vis des rôles et des responsabilités. Un autre champ qui est très important vis-à-vis de ce qu'évoquait aussi Hélène sur les temps courts, c'est la notion d'interface, c'est-à-dire le cadre, le contexte dans lequel les personnes vont rendre leur livrable, vont rendre l'incrément associé au trimestre et en accord avec les sprints. C'est-à-dire que le but n'est pas de dire on prend tout, quelles que soient les interfaces, il faut que dès le départ, dès que ce planning est défini, les interfaces techniques ou systémiques soient bien définies justement pour laisser les équipes qui sont en agile pouvoir itérer dans ce contexte et dans ce mode de fonctionnement afin de pouvoir avoir sur des systèmes complexes tels que le véhicule étendu, d'avoir des périmètres où on est en agile, parce que ça le nécessite vis-à-vis de ce qu'on a déjà évoqué sur des besoins qui arrivent tardivement ou le produit qui va monter en maturité au fur et à mesure du cycle produit du système complet. Et on a d'autres périmètres où en fait on est plutôt dans des méthodes traditionnelles et conventionnelles. Et donc nous, côté Stellantis, on a cette double mode de fonctionnement et cette notion d'interface est hyper importante pour justement, comme l'évoquait Hélène, ne pas partir tout azimut sur tous les sujets en même temps. Donc bien cadrer les rôles, les responsabilités et les interfaces. Et c'est un travail très compliqué, notamment, et on l'évoque dans le deuxième point, qui est la culture d'entreprise vis-à-vis de ça, parce qu'il y a une certaine remise en cause des valeurs et de l'esprit en termes de mode de fonctionnement et d'animation projet. Alors, on va revenir sur cette dimension rôle et responsabilité lorsqu'on va parler de cette articulation entre architecture, système et agilité, et ça fera partie des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Alors, cette articulation, là, on a identifié hein, une raison à chaque fois, dans l'un sens et dans l'autre. D'abord, pourquoi déployer de l'agilité en complémentarité avec l'architecture système. Donc l'idée, c'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est effectivement apporter de la réactivité et notamment, hein, on l'a dit précédemment, c'est pouvoir capturer rapidement des besoins émis par les parties prenantes externes, alors qu'on a un cycle de conception traditionnel qui est sans doute plus long et
plus contraignant pour capturer de manière réactive les besoins, qui eux évoluent très vite. On va y revenir. Deuxième chose, donc autre volet opposé, les apports de l'architecture système à l'agilité. Là, l'objectif, c'est vraiment de donner un cadre cohérent, un cadre global dans lequel les produits vont s'inscrire. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, on en a discuté ensemble dans le cercle, on peut voir, effectivement, en agilité, vous pouvez facilement perdre je dirais, le sens et l'intégration d'ensemble de vos produits si vous n'avez pas un cadre d'architecture justement pour soutenir le développement de ces différents produits. Donc ça, c'était notre point de départ. Et ce qu'on a regardé dans cette articulation, c'est d'une part, d'un côté, il y avait certains principes qui matchaient très bien dans je dirais, dans les principes mêmes de chacune des deux démarches. La notion d'itération, la recherche de la maîtrise des interfaces, cette logique de vérification également, et puis cette dimension collaborative. Donc ça, c'était des points qui doivent soutenir la complémentarité des deux démarches. Mais on a eu aussi des difficultés, alors qui ne sont pas liées à la nature des deux démarches, mais plus liées à la manière dont on va les mettre en œuvre. Alors, il y a le contexte organisationnel, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez vous retrouver face à des contextes techniques, des organisations projets, des organisations managériales, face à face avec leur propre modèle de fonctionnement, leurs interfaces. Et ça va impacter aussi les rôles et leur clarification. Donc ça peut être une vraie difficulté. La méconnaissance, je parlais justement des rôles et puis des périmètres de responsabilité. Ça, c'est un vrai fait. On en a parlé sur l'agilité elle-même. Quand vous ajoutez une dimension qui est celle de l'architecture système, bah, vous ajoutez la complexité et des risques effectivement de chevauchement si on n'a pas clarifié les responsabilités des uns et des autres. Ensuite, bah, lié à la mise en œuvre, finalement, on peut avoir euh, par exemple, sur l'agilité, on peut avoir effectivement soit manquer de rigueur ou au contraire, parce qu'on n'a pas bien compris, appliquer les choses au pied de la lettre sans le recul nécessaire. Donc ça va être des choses effectivement bah, qui vont pas produire la valeur attendue par l'agilité. Et puis, dernière chose, on a parlé tout à l'heure hein, sur bah, la mise en cohérence entre système et produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à bien définir en amont pour qu'effectivement le développement de produits rentre bien dans ce cadre d'architecture. Donc on a un certain nombre de difficultés, mais qui sont liées finalement plus à la mise en œuvre des deux démarches. Et dans le cadre du cercle, donc on a identifié un certain nombre de bonnes pratiques pour remédier à ces différentes difficultés, les anticiper ou les traiter hein, si ces difficultés on les rencontre. Et je vais laisser Hélène et David nous partager certaines d'entre elles, celles qui vous paraissent hein, les plus essentielles dans tout ce on a listé ici. Alors, qui veut commencer? Vas-y, Hélène, ou comme tu veux, j'y vais. Voilà, j'y vais. Parce que je regarde en même temps les questions qu'il y a en parallèle, donc je vais essayer de prendre des bonnes pratiques par rapport à ça. Euh, je pense que ce qu'on a relevé, je dirais pas en premier, mais qui était assez prédominant, c'était prévoir les séances de synchronisation. Hélène l'a évoqué, hein, ce mode de fonctionnement en trimestre, plus des intervalles réguliers sprint, afin de voir euh, les, les, les étapes projet d'avancement de chacune des activités est quelque chose de primordial. Déjà, rien que pour alerter que si tout le monde n'est pas sur le même rythme, alerter très tôt afin de resynchroniser les équipes et en effet revoir pour la fois d'après les éléments qui n'ont pas pu être livrés ou sur lesquels il y a des difficultés. Donc ça, ces séances de synchronisation, elles sont hyper importantes. Et je vais revenir sur un des points aussi qu'on a évoqué, qui est la partie donner un cadre d'architecture. Nous, en tout cas, chez Stellantis, on s'est appuyé là-dessus. C'est-à-dire les use cases, tous les éléments d'architecture provenant de l'architecture système, donc les vues d'architecture use case, scénario, les objets fonctions, sont des éléments qui peuvent aider à définir le cadre d'architecture dans lequel on est capable de mettre en place une méthode agile.
en fonction du niveau de conception, entre le niveau besoin, le niveau système, sous-système, voire component, en effet, sur la partie logicielle, pouvoir se raccrocher à ces éléments systémiques provenant d'une étude d'architecture permet de donner le cadre dans lequel on va mettre en œuvre cette agilité. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux aspects-là. C'est vraiment donner le cadre technique dans lequel on va déployer cette méthodologie et cette approche agile. Et ensuite, une fois qu'on a défini ce cadre, de mettre en place les séances de synchronisation qui permettent justement de voir quelles sont les activités qui vont être mises en place au regard du planning. Merci David. Hélène, quelles sont les bonnes pratiques que tu mettrais en avant? Alors, donc j'ai une question qui parlait des éléments importants à préparer. Il y a vraiment la notion d'état d'esprit et de valeur qui est absolument centrale. Donc chez nous, MySpace, on a construit l'entreprise autour de ça. Donc c'était d'une certaine façon plus facile. Cela dit, on a quand même recruté un certain nombre de personnes qui venaient de toutes sortes d'entreprises et d'industries un peu plus traditionnels, qui venaient avec leur état d'esprit et leurs valeurs aussi. Donc il a fallu quand même qu'on compose avec cet historique, de fonctionnement dans des grands groupes, qu'on portait chacun de nous, en fait, en arrivant chez Maya. Et donc le côté, qui fait souvent l'échec de ces transitions-là dans les grands groupes, c'est que justement l'état d'esprit, il n'est pas forcément pris en compte. Et le changement de cadre de valeur, c'est quelque chose qui s'accompagne comme n'importe quel chantier d'accompagnement au changement. Et il faut savoir que c'est long, en fait. Donc c'est illusoire de se dire qu'on peut le changer à grande échelle. En plus local, en fonctionnant en plus local sur des plus petites équipes qui sont motivées et dont la ligne hiérarchique aussi est motivée pour faire appliquer ce nouveau mode de fonctionnement, ça peut être un bon moyen d'introduire ces principes-là. Et quand ces projets un peu plus locaux démontrent leur succès, c'est des bons exemples qui peuvent après faire des petits autours et être diversifiés. Je ne suis absolument convaincue que la transition en mode waterfall, top-down, où on impose ce changement-là, n'est absolument pas pertinente pour la partie état d'esprit et valeurs. Je vais en profiter pour répondre aussi à une question qui est de Maurice sur le retour d'expérience sur SAFe dans ce contexte d'architecture système. Donc, nous sommes sur un modèle SAFe chez MySpace, et une chose importante qu'on a découvert au fur et à mesure de l'application de ce cadre-là, c'est que pour une entreprise, en tout cas comme la nôtre, donc comme la nôtre, hein, j'ai pas précisé, on est 350 personnes à peu près. On on a grossi assez rapidement en quelques années. Donc au départ, ça n'avait pas été nécessaire, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un fluidifiant qui manquait, un catalyseur qui manquait pour faciliter les échanges entre les équipes, même si on a énormément de rituels qui permettent de synchroniser ces différentes équipes-là. Il manquait quand même une dimension représentative de la partie ingénierie système architecture, et on a donc créé une équipe spécifique pour aller porter ces sujets-là en complément d'un rôle dont on va parler tout à l'heure, qui est aussi censé porter le rôle d'ingénierie système au sein de chaque équipe. Donc il y a un certain nombre de choses du cadre SAFe qu'on a complété par des solutions qu'on a adaptées nous sur le terrain par rapport à ce qu'on a constaté comme manquement. Ça marche. Très bien. On va maintenant regarder justement vous l'avez annoncé tous les deux, hein, on va se focaliser sur le cas des rôles et responsabilités. On a parlé parmi les difficultés identifiées lorsqu'on a présenté l'agilité. On en a parlé aussi sur l'articulation. On a fait un travail de recensement en fait des différents rôles hein, dans les deux cas de figure, conduite de projet en cascade et conduite de projet en mode agile. Et on a essayé de positionner les différents rôles dans ce tableau, sachant qu'on a distingué effectivement les activités liées au système produit des activités liées au système projet. Donc système produit, hein, tout ce qui est lié à la spécification, à la conception, les activités de vérification, et puis en ce qui concerne les activités projet, bah, tout ce qui est lié au pilotage, au reporting, à l'animation, au coaching, etc. Et vous avez sous les yeux donc une synthèse de ce travail-là. Donc vous voyez que finalement, côté produit, donc on a trois rôles, alors deux rôles côté
cascade, équipe de conception par activité, par périmètre systémique, et puis un rôle d'ingénieur système, responsable produit ou de sous-système. Et en agile, donc on a l'architecture honneur, on va en reparler. Et côté activité liée au système projet, donc on a dans le mode traditionnel un mode un chef de projet, bon, responsable de programme. Euh, En agile, on a le Scrum Master qui va garantir le bon respect de la mise en œuvre des valeurs au sein des équipes agiles. Et puis on a un rôle partagé, manager métier ou responsable de processus métier. Et on a un rôle qui finalement est à la fois sur la dimension produit et sur la dimension projet, c'est le product owner, effectivement qui est dédié à un produit et pour ce faire, finalement, il va interagir avec les équipes de développement et puis aussi prendre en charge les différents aspects financiers, liés aux objectifs qui lui sont alliés, autres que techniques. Euh, alors peut-être qu'on peut juste un petit peu revenir sur deux rôles. David, côté conception, est-ce que comment ça fonctionne, comment ça s'articule avec les équipes agiles Ouais, alors, dans le contexte Stellantis? il y a également la question de Mathieu en parallèle sur l'expérience associée à ça, est-ce qu'on a déclenché des nouveaux rôles, etc. La première chose sur laquelle il a fallu en effet clarifier les choses, c'est le périmètre et les rôles entre le product owner et l'ingénieur système, qui ont besoin d'avoir une vision verticale de la mise en œuvre de la solution produit au sein du système, et qui sont en interaction directement aussi avec les marques, les produits et les besoins des clients. Donc la première chose à faire là-dessus, on l'a évoqué, c'est de clarifier les interfaces systémiques sur le périmètre sur lequel chacun intervient. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont complémentaires sur un certain nombre d'aspects. Et donc, on travaille encore aujourd'hui sur cette euh, synchronisation entre ces deux acteurs, qui est l'ingénieur système et le product owner. Ensuite, Hélène parlera sur la partie d'architecture honneur. On a mis équipe de conception et équipe de développement. Un autre aspect qui a été une difficulté qu'il y a encore chez Stellantis, c'est le lien entre cette vision système, on va dire, jusqu'aux composants, où potentiellement on n'est pas forcément totalement en démarche agile, et la partie développement, software plateforme, module software, où là, pour le coup, on est en méthode agile. Et il faut, lors des analyses d'impact, lors de la définition des interfaces du composant et du système dans sa globalité, inclure dans les séances de synchronisation et technique qu'on a évoquées tout à l'heure, des représentants de ces équipes agiles, des représentants des équipes de développement. Et dans ces équipes de conception, dans ces groupes de conception, nous on appelle ça des systèmes teams, euh, on a créé un espace de travail, de groupe de conception, où on va avoir les architectes système ou sous-système qui vont venir inclure les équipes de développement qui sont elles-mêmes en démarche agile pour s'assurer que les interfaces et le rendu qu'eux, ils sont capables de faire dans le fameux trimestre qu'on évoquait tout à l'heure, il y a bien une coordination technique et une synchronisation projet. Donc aujourd'hui, vous voyez bien, c'est bien là où on a cette interface-là entre les acteurs agiles et les acteurs système. Et je pense qu'Hélène complétera. Alors, oui, Hélène, comme tu es très bien placé pour nous parler du rôle d'architecture honneur, je te laisse la parole pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne chez MySpace. Oui, alors ce rôle est un rôle qui n'existe pas, dans le framework, agile Scrum et que nous avons choisi de créer de façon, il sert plusieurs objectifs ce rôle. L'essentiel de ce rôle, c'est d'avoir, une, un porteur de la cohérence technique dans l'équipe et un porteur de la cohérence technique entre les équipes. Donc il y a des points de synchronisation hebdomadaires entre les architecture owners de chaque équipe agile,
qui permettent de faciliter ces interfaces-là. L'architecture runner, c'est un rôle d'ingénieur système au sein d'une équipe. Il a aussi une connaissance technique avec un bagage derrière lui qui fait qu'il peut être aussi en support, en expertise technique sur certains sujets, mais c'est pas forcément le cas. Et donc c'est le deuxième volet de ce rôle-là, c'est que quand on a des équipes qui sont donc le rôle n'est pas forcément indispensable en fonction, en fait, de la maturité de l'équipe et de la complexité du projet. Donc pour des équipes qui sont, avec des membres qui ont un niveau d'expertise important, qui sont eux-mêmes capables d'avoir cette compréhension des impacts système transverses et capables d'interagir avec les bonnes personnes, à l'extérieur de l'équipe pour maîtriser ces interfaces-là, c'est un rôle qui est pas forcément indispensable. Par contre, dans une équipe et aussi en fonction de la maturité du produit, je disais, en fonction de sa complexité surtout. Par contre, pour une équipe où les personnes pourront être, un peu plus jeunes en termes de profil ou venir d'industries, qui ne sont pas directement celles sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est important de pouvoir aussi accompagner, la montée en compétences de ces personnes-là, à la fois sur la compétence technique et la connaissance du produit et donc c'est un autre versant du rôle qui est là aujourd'hui. Donc ce rôle-là, c'est un rôle d'ingénieur système rattaché à chaque équipe agile et il est également, donc porteur du déploiement des méthodes, process et outils communs à l'entreprise qui sont eux, portés par la fameuse équipe d'ingénierie système dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qu'on avait souhaité rajouter dans notre organisation au moment où le niveau de complexité du produit a été tel que c'est devenu absolument indispensable de donner un support à l'ingénierie système via des outils et des process. Merci Hélène. En termes de rôle et responsabilité, on fera un dernier petit focus sur la partie projet. Alors, on a identifié en particulier dans des contextes où on avait des organisations, une logique d'architecture système déjà en place et dans lequel on a voulu développer aussi l'agilité. On a détecté un certain nombre de difficultés et donc à maîtriser. Notamment, hein, on a trois difficultés ici. Il y a tout ce qui est lié à la synchronisation dans le cadre de le pilotage des objectifs, de l'arbitrage hein, par le product owner ou par le chef de projet. Donc là, on a un vrai sujet sur cette nécessité de synchronisation donc à mettre en place. Il y a le risque de court-circuitage de l'écosystème par le PO. Donc ça, c'est quelque chose je vais te laisser la parole juste après, David. Et puis, la structuration, le risque de difficulté de structuration du projet en termes de processus et d'organisation, puisqu'on a, selon les modèles, d'un côté, en cascade, on va avoir un chef de projet, un Scrum Master en fonctionnement agile. Donc là, il y a effectivement deux manières de faire à accoster. Et on va regarder après bon, ce qu'on avait juste des éléments de bonne pratique à mettre en place par rapport à cette bonne articulation au niveau projet. Alors, pour venir juste sur le risque de court-circuitage et l'explicité, je vais te laisser la Ouais. parole, David, s'il te plaît. Oui, c'est un point qu'on a évoqué durant les travaux et c'est un réel point de difficulté hein, chez nous, chez Stellantis, justement, lorsqu'on parle d'agilité et de solutions produits. Donc, il y a ce rôle de project owner qui est directement en lien et en interaction avec les marques et les attentes du client. Et souvent, les équipes agiles sont au niveau des composants dans une démarche de développement logiciel. Donc, en fait, on est tout en haut d'une structure d'ingénierie et de la démarche d'ingénierie, c'est-à-dire je prends un besoin et in fine, ça tombera en effet dans du logiciel, dans un composant. Et il y a, entre guillemets, et on l'a évoqué, hein, des fois des raccourcis qui sont faits entre le besoin et la solution logicielle. Et nous, on a souffert de ça. On a souffert de ça puisque derrière, au, au-delà de la problématique de l'animation projet qu'on évoquait et des synchronisations, on a eu des réelles difficultés techniques. C'est-à-dire mise en place de solutions d'implémentation et de développement logiciel sans voir les impacts que ça pouvait avoir sur les interfaces avec les autres sous-systèmes. Tout à l'heure, je vous parlais des interfaces, enfin, de cette démarche-là au niveau de l'infotainment, des IHM et des composants cœur d'architecture. Si les équipes en agile choisissent une
certaines solutions d'implémentation avec des variables logicielles, avec des variables aux bornes et des interfaces aux bornes de leurs composants, qui ne sont pas celles qui sont partagées par les équipes d'architecture électrique et électronique, qui ne sont pas celles qui sont partagées par les équipes powertrain ou châssis. Finalement, la solution mise en place localement, elle fonctionne, donc c'est-à-dire dans le trimestre, ça fonctionne, les résultats sont bons, mais globalement, dans le système global, on a une difficulté. Et c'est pour ça qu'on a bien appuyé avec Hélène sur la notion de synchronisation projet et synchronisation technique. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça que le product owner et le chef de projet en termes de synchronisation planning doit être très efficace et besoin d'efforts de synchronisation. Mais on a besoin, au niveau des synchronisations techniques, de réaffirmer le périmètre technique systémique dans lequel on va mettre en place cette agilité. Et ce périmètre technique est défini par l'architecture système, par les vues d'architecture. Dans quel cadre systémique, quelles sont les interfaces et les contraintes que le système ou la démarche système m'impose pour qu'ensuite je puisse travailler en méthode agile cette itération de solutions et de vérification. C'est vraiment très important de mettre ça en place au niveau des équipes. Et c'est ce qu'évoquait Hélène dans des équipes qui ne sont pas matures techniquement ou pas matures avec les valeurs système ou valeurs agilité. Le rôle de l'architecte owner ou d'un architecte sous-système sur ces périmètres-là est très important. Très bien. Merci David. Alors je surveille là, hein, on a un tout petit peu de retard. Alors pour laisser du temps pour les questions, je vais aller assez vite sur la partie synchronisation. Donc, ce à quoi on a réfléchi, vous le verrez en détail hein, dans la petite publication qui suivra ce webinaire. Donc on a réfléchi à de la synchronisation entre les différents niveaux organisationnels. Donc développement, donc ça concerne l'architecte, le Scrum Master, le Product Owner, la partie programme de développement avec le Product Manager, l'architecte, le Scrum Master du programme, l'entreprise. Alors là, on parle de direction technique, le produit, la stratégie, la finance, etc. Synchronisation entre les rôles, ça on en a parlé. Et bon, ça c'est effectivement, vous verrez ce qu'on a préconisé sur ces rôles-là, hein, notamment entre les rôles produits, les rôles techniques, les rôles méthodes. Et puis après, il y a effectivement des rituels dont la fréquence doit être adaptée pour assurer une synchronisation efficace. Donc ça, vous pourrez le voir dans notre publication. On a néanmoins parlé des grands principes précédemment. Alors, en conclusion, et juste avant de passer aux questions restantes en tout cas, juste en synthèse hein, de ce qu'on s'est dit, donc on a bien finalement de démarches qui peuvent être complémentaires à la condition effectivement de bien mettre en place je dirais la structure, le support qui va bien. Donc, un cadre d'architecture partagé. Donc voilà, l'idée c'est bien de mettre en cohérence les périmètres systémiques de l'architecture système et les périmètres produits de l'agilité. Alors la convergence des rôles et responsabilités, on en a beaucoup parlé. Et puis le niveau culturel, ça on en a parlé aussi, c'est bien, il faut adopter les cultures des deux démarches. Alors on a mis l'agilité, on a le même sujet sur l'architecture système, hein, même si probablement l'agilité demande euh, pas mal de ruptures, notamment dans le mode de management. Donc ça c'est quelque chose d'important à considérer. Alors, on va passer sur les 10 minutes qui nous restent aux questions, en tout cas aux questions qui restent, qui ont été posées par les différents participants. Alors, si on regarde un petit peu les différentes questions posées, J'en ai une très rapide. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci de allez-y. déconnexion, donc je les ai plus à l'écran, mais de mémoire, il y a, je crois, Régis qui posait une question sur le système architecte du modèle SAFE par rapport à l'architecture Honor. La différence, c'est que le système architecte, il est commun, il est commun pour tout le projet, toutes les équipes, il est en transverse, alors que l'architecture Honor, il est représentant de l'ingénierie système dans chaque équipe agile. C'est ça la différence. Très bien. Alors, je vais reprendre. Alors, on va commencer par. Alors, je regarde. Hein, vous avancez dans un cercle. Alors, je vois la première question de Maurice, là, sur quelle stratégie avez-vous mis en place là, sur les besoins n'étant pas suffisamment matures ou fluctuants? Alors, Ouais. déjà,
Chez Stellantis, on repart jamais de la feuille blanche. Donc en fait, lorsqu'on a des nouveaux besoins, on les challenge par rapport à ce qu'on a déjà conçu. Ce qui veut dire que même si on a déjà mis en place un cycle en V, finalement, jusqu'à la définition des composants, on a déjà une préconception du futur produit. Ce qui permet, en fait, lorsque on va avoir des nouveaux besoins, des nouvelles solutions à mettre en œuvre, de faire ce qu'on appelle des pré-impact analysis sur un besoin où justement le product owner est impliqué pour montrer en fait quels vont être les impacts sur les interfaces systémiques et également sur les livrables système, jusque à l'entrée des équipes agiles, où là, une fois que ces analyses d'impact sont faites, on va pouvoir rentrer dans une animation agile avec backlog, etc., pour identifier les différentes activités, les différentes solutions, etc., dans une seconde phase de définition. Merci David. Alors, on a une question de Nazi sur le cercle. Alors juste une précision, hein, le cercle Sésame, c'est comme je l'ai indiqué au tout début en introduction, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une instance dans laquelle on réunit des architectes de différentes entreprises, dans lequel on discute de différents thèmes avec l'architecture système, et on n'hérite de rien, hein, on se base, on utilise nos principes à nous d'architecture système, et après on va les lier, alors comme c'est le cas ici par exemple avec l'agilité, comme on a pu le faire avec l'IA précédemment. euh, c'est pas lié à notre mode de fonctionnement, ce sont des sujets qu'on traite entre plusieurs entreprises finalement. Autre question, alors il y avait une question de Mathieu, les éléments essentiels d'ingénierie de planification, on n'a pas parlé celui-là déjà, doit être clarifié avant de se lancer dans un projet avec cadence agile. Est-ce que... À la limite, on a déjà très rapidement Ouais, c'est répondu, hein. ouais, Hélène l'a évoqué, hein. Il y a ouais, cette ouais, notion de trimestre. Hélène, je te laisse la parole là-dessus, hein, mais il y a la notion de trimestre, sprint. ouais. Je te laisse compléter. Oui, alors juste, vous pouvez me citer la question en entier parce que j'ai Alors, je te la plus répète. l'affichage. Quels Oui. sont les éléments essentiels d'ingénierie de planification qui doivent être clarifiés avant de se lancer dans un projet à cadence agile? En fait, pour moi, il n'y a pas forcément de trucs à clarifier avant de se lancer. Et justement, le principe du fonctionnement entre agilité et ingénierie système, c'est que l'ingénierie système, en fait, on va la déployer au moment où on va sentir qu'on en a besoin en fonction de l'avancement de maturité des différents minimum viable products qu'on va développer. Donc, bon, ok, si je vais quand même dire qu'on avait défini des exigences de haut niveau au Mhm. début, mais on a défini juste des exigences de haut niveau. On n'a pas défini une déclinaison d'exigences vers les produits dès le départ. On a gardé à l'esprit uniquement le besoin client et ce que le produit devait faire de façon macroscopique. Mhm. Et on n'a pas cherché tout de suite à décliner. On a cherché d'abord à définir des minimum viable products qui pouvaient répondre à la démonstration d'une partie de ces besoins-là. Très bien. Merci Hélène. Je crois qu'il y a une autre question aussi auquel tu pourras répondre. C'est en lien avec la culture. Quel conseil, alors top un conseil, vous pourriez partager pour agiliser, entre guillemets, un environnement rigide en termes un environnement cascade rigide, sachant qu'il y a de la résistance, facteur organisationnel et surtout humain. Oui, c'est à cette question que j'ai essayé de répondre au cours de la présentation, où je peux Mhm. redonner quelques petits éléments. C'était le côté euh, fonctionner sur un projet local, en fait, commencer par une transformation locale. C'est un accompagnement au changement qui ne peut pas se faire en top-down. Sur tout ce qui est culture et valeurs, ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut laisser l'initiative à des groupes qui ont envie d'aller dedans, donc à des groupes dont les membres ont envie d'aller dedans et dont les managers et toute la ligne hiérarchique vont soutenir ce type d'approche ou au moins ne vont pas s'y opposer. Et ensuite, une fois que ces petites équipes vont montrer un certain nombre de succès et d'efficacité, etc., ça pourra faire boule de neige et embarquer des personnes autour qui vont être séduits par par ce fonctionnement-là. Mais voilà, je pense que vraiment, ça passe par une pratique de terrain sur des équipes réduites qui sont motivées pour basculer dans ce mode de fonctionnement.
Ça Et marche. puis, je vais compléter juste un petit peu. Et je rajouterais aussi qu'il y a le périmètre technique qui peut s'y prêter aussi. D'ailleurs, Euh, il y avait une question sur comment distinguer les Hmm. équipes agiles. ouais, je crois Oui, qu'il, je sais Ouais. plus lequel, mais en effet, le périmètre technique peut jouer aussi dedans. Euh, en gros, si, enfin, je vais prendre les deux extrêmes. Si vous prenez des métiers très châssis, powertrain, qui ont un historique très fort sur des démarches conventionnelles, avec des périmètres qui s'y prêtent pas techniquement, c'est très compliqué. Maintenant, côté véhicule, maintenant avec la démarche de l'électrification, par exemple, en fait, ces métiers-là, avec l'arrivée de l'électrification et, euh, et la technologie qui évolue, vous vous rendez bien compte qu'on peut pas attendre un cycle de développement complet d'un véhicule pour mettre les dernières technologies de batterie. Et donc, en fait, ils sont, par la technologie, des fois un peu contraints à aller aussi vers ce genre d'approche. ça marche. Autre question. Il y avait une question d'Eric sur comment resynchroniser les équipes différentes, surtout si une équipe n'est pas dans les temps. Je prends la question, Hélène. C'est une question. Ah, j'allais dire, c'est une question pour toi, David. Non, moi, Voilà, je la prends. comme, comme je l'ai Euh, compris, c'est le fait d'être en confrontation entre des équipes en rythme agile et des équipes pas en rythme agile. Donc, je vais être moins à l'aise pour y répondre. donc, au sein de Stellantis, on s'est calé sur une démarche trimestrielle. En gros, l'ensemble de la conception générique chez Stellantis, au niveau système, est faite au trimestre, avec des jalons intermédiaires au long du trimestre vis-à-vis des vues d'architecture, des différents niveaux de conception. Ce qui permet en fait de se synchroniser avec les agilistes qui eux aussi sont en trimestre, avec des boucles beaucoup plus courtes à l'intérieur de ce trimestre-là. Donc en fait, on a des points de rencontre en début de trimestre et en fin de trimestre sur en gros quels sont les sujets qui sont à traiter. Et comme l'a évoqué Hélène, tout au long de ce trimestre, en fonction des résultats des sprints, on peut avoir des demandes des agilistes pour recaler des définitions sur le trimestre d'après. Et donc ça, on revient à la synchronisation des acteurs projets. Mais en effet, aujourd'hui, nous, on a des rituels, je dirais, début de trimestre, fin de trimestre, et un rituel majeur en milieu de trimestre qui donne la définition des interfaces sur lesquelles on, on peut discuter. Très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Il y avait juste un dernier point. C'est pour tout le groupe d'Aurélien qui nous demande comment on pourrait formaliser, comment on pourrait dessiner, illustrer cette articulation méthode V agile intégrée. Donc, sachant qu'on a effectivement des représentations de l'agilité d'un côté, du cycle orné de l'autre, à voir si, bah, pour illustrer un peu nos travaux, on propose une illustration des différents principes dont on a parlé ensemble et des différentes bonnes pratiques. Alors, je vais répondre très rapidement. Chez Stellantis, on cherche encore. Hmm. On a essayé plein de représentations, des cercles infinis, des boucles, de la représentation plus traditionnelle avec des blocs qui se superposent, etc. Hmm. On n'a pas trouvé Hmm. la bonne représentation, malheureusement. Ouais. Hmm. Ouais, Très moi, bien. je dirais que ça pourrait être une somme de W, peut-être. Ouais. Hmm. Et j'en profite juste pour une petite réponse aussi à une question à propos du MBSE, avec Mathieu qui demandait quel outil est réellement pratique. En fait, je pense qu'il n'y a pas plus de réponses à cette question dans le cadre agile qu'en dehors. Ça va dépendre du besoin. Et chez nous, MySpace, pour l'anecdote, on a choisi d'aller dans le développement d'un outil d'ingénierie système qu'on développe nous-mêmes et du coup qu'on traite en fait en développement agile, en incrémental, avec des minimum viable products qui répondent aux Hmm. différents besoins au fur et à mesure qui se présentent, avec bien sûr en tête une architecture cible de ce que cet outil devrait faire, mais qu'on développe un peu comme on développe nos produits en fait. Ça marche. Par rapport à cette question, le MBSE est primordial, hein. Vis-à-vis de ça, je reviens pour la définition des interfaces et des périmètres techniques. Euh, Si on n'a pas cette représentation modélisée, Hélène l'a évoqué, hein, en fait, il n'y a que l'objet exigence. Et l'objet exigence est très difficile à manipuler pour définir un périmètre technique représenté. Donc, le MBSE est une force
énorme vis-à-vis de ça, notamment pour faire le lien entre l'architecture logicielle qui va être faite derrière et les variables logicielles qui vont être utilisées dans le cadre de, de, de réutilisation de modules logiciels ou de plateformes logicielles. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, David. On va s'arrêter là. Alors, il reste des questions. Alors, pour certaines, on va voir si on ne peut pas y répondre dans notre publication. D'autres qui soulèvent d'autres sujets. Par exemple, je pense à la question de Maurice sur l'architecture d'entreprise. Il faut qu'on la creuse. Ça peut faire l'objet Mm. d'un prochain cercle. Mais en tout cas, ouais, toutes celles qui ont lieu en lien avec l'architecture système, on va voir comment on les réintègre si vraiment on n'y a pas répondu. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain thème dont on partagera les travaux je sais pas, dans les mois, dans les semaines ou les mois à venir. Je vous remercie beaucoup de votre attention, merci de votre participation et Merci à vous. très bonne journée à tous. Au Merci, au revoir. revoir. Merci à tous. À une prochaine fois.